J'appelle maintenant le Dr. Michael Schull, président de l'Institute for Clinical Evaluative Sciences, qui va nous entretenir de l'exemple ontarien en matière de données enrichies de recherche. À vous, Dr. Schull. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, dans ma ville natale, Montréal. Alors, je suis toujours content de revenir et merci Alain pour l'invitation. Je vais vous parler un peu du modèle, ou un modèle, on peut dire, en Ontario, et de la possibilité peut-être de l'instaurer ici aussi. Alors, c'est sûr, on parle toute la journée, en fait, et ça ne sera aucune surprise que nous vivions dans un monde où il y a des données partout. L'information est partout autour de nous et en fait, on est en train de produire des données constamment nous-mêmes, sans peut-être le savoir ou même le vouloir. Et comme on a vu aujourd'hui, en matière de santé, il y a des centres qui arrivent à bien maîtriser leurs données. Alors, on voit des exemples, par exemple, des hôpitaux où il y a des systèmes qui sont électroniques et où les données sont prises en charge et utilisées pour la recherche, ou bien non, peut-être c'est un système de santé intégré ou une région qui fait bien ça. Mais si on parle d'une population ou d'un pays au complet et un système de santé pour cette population, si on veut comprendre le système de santé, comment il est performant, où il y a des lacunes, quels sont les résultats pour les patients, il faut vraiment avoir des données au niveau de cette population-là. Et ça, c'est ce dont je vais vous parler et le modèle de notre institut en Ontario. Alors, ça va être vraiment à 100 000 pieds dont je vais vous parler parce que j'ai juste quelques minutes, mais juste pour vous dire que ça, c'est les données et les bandes de données dont nous disposons à ICIS en Ontario. Nous avons plus de 90 bandes de données indépendantes qui représentent à peu près 18 milliards de records individuels. Des records sur à peu près 20 millions de vies, parce qu'évidemment, ça inclut des gens qui sont décédés. Nos données vont jusqu'à peu près 1992, jusqu'au moment présent. Et de plus en plus, nous avons aussi des données électroniques qui parviennent de Electronic Medical Records en soins primaires. Alors, en ce moment, on a à peu près 500 000 patients, les records pour 500 000 patients qui sont intégrés dans notre repositoire, qui sont liés avec les autres bandes de données. Alors, tous ces données-là sont anonymisées et jumelées. J'ai écrit liées, mais je comprends maintenant que le vrai mot, c'est jumelé. Sont jumelées à l'intérieur de notre institut. Et vous voyez que les données sont dans plusieurs catégories. Nous avons des données sur les patients eux-mêmes et les conditions médicales qu'ils ont, mais nous avons aussi des données sur les médecins, les hôpitaux, sur la population entière. Alors, les données de Statistique Canada, les surveys dont Alain parlait, des enquêtes, merci, dont Alain parlait, par exemple, pour la population de l'Ontario. Et de plus en plus, nous amenons aussi dans notre repositoire des données pas juste sur la santé, mais aussi sur les services sociaux, par exemple. Nous avons maintenant, pour 10 ans, les données sur les personnes en Ontario qui reçoivent de l'aide sociale en Ontario. On commence à avoir des données aussi sur l'éducation. Et pour certaines études, il y a des chercheurs qui ont amené des données environnementales aussi. Tout ça, ces données-là peuvent être reliées ensemble et mis à la disposition d'un chercheur pour un projet de recherche. L'approbation ou le contrôle de ces projets-là sont faits par l'Institut et l'Institut est sous le contrôle du commissionnaire à l'accès à l'information ou l'équivalent en Ontario. Alors, la recette pour ça chez nous, c'est vraiment une combinaison de données, mais aussi de personnel spécialisé. Alors, les données, j'en ai parlé, mais c'est aussi important de comprendre qu'il faut savoir comment travailler avec ces données et les comprendre. Alors, nous avons plus de 200 scientistes et 200 staffs qui sont devenus experts avec le management de ces données-là, la sécurité, la confidentialité et la recherche. Mais nos données sont mises à la disposition de chercheurs n'importe où au Canada. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être associé avec l'Institut pour avoir accès à nos données. C'est un accès virtuel, alors on n'envoie pas les données nulle part en dehors de l'Institut,
mais un chercheur peut avoir accès sur une plateforme électronique en autant qu'il a ou elle a tous les approbations et les approvals nécessaires. Comment fait-on pour protéger la confidentialité de nos données? Et je peux vous dire que, comme directeur de l'Institut, ça, c'est la chose qui me garde debout la nuit. C'est probablement la seule chose qui pourrait fermer mon institut d'une journée à l'autre. C'est s'il y avait une brèche importante, breach, c'est ça, brèche? Close enough. De confidentialité, parce que si un hôpital, ça arrive dans les hôpitaux parfois où il y a des manques de confidentialité et c'est sérieux, mais le ministère de la Santé ne va pas fermer un hôpital. Mais le ministère de la Santé pourrait fermer mon institut demain s'il y avait un problème en termes de confidentialité majeure. Alors, nous prenons ça très sérieusement. Alors, premièrement, il y a une loi, comme il existe au Québec, une loi qui crée un cadre législatif dans lequel nous travaillons. Il y a des contrats et des normes entre nous et tous les partenaires qui nous donnent des données. Il y a une révision de chaque projet de recherche qui se fait dans notre institut par un comité d'éthique indépendant. Pas juste un, il y en a partout en Ontario, alors c'est toutes sortes de comités qui révisent ça. Et il y a aussi les politiques et les pratiques internes de notre institut qui administrent l'accès aux données. Tous les politiques et les pratiques de notre institut sont révisés à tous les 3 ans par le commissaire à l'accès à l'information. Et c'est une révision très, très détaillée. Ça prend à peu près 1 an pour faire la révision et ça arrive à tous les 3 ans. Et ça, c'est fait pour 4 ou 5 autres instituts comme le nôtre. Alors, je vais vite toucher sur quelques exemples de projets qui démontrent un peu la sorte de travail que nous faisons. Il y a plus de 400 papiers qui sont publiés par année, qui sortent de notre institut. Alors, c'est vraiment dans toutes sortes de catégories, mais je vais vous en donner quelques exemples. Le gouvernement a établi il y a quelques années une bande de données sur toutes les prescriptions pour les opioïdes en Ontario pour toute la population au complet. Alors, on a une bande de données vraiment importante qui est jumelée avec nos autres bandes de données pour comprendre le problème de l'épidémie d'opioïdes en Ontario. Et il y a toute une série de recherches qui ont été faites et qui ont mené à des changements dans les recommandations pour le dosage d'opioïdes et aussi pour mieux comprendre où sont les vrais problèmes en termes de mortalité avec les opioïdes. Alors ça, c'est un exemple de notre travail. Beaucoup de travail pour décrire la population reliée aux soins primaires. Alors, par exemple, dans chaque région de l'Ontario et les sous-régions, nous avons des tableaux qui décrivent la population qui sont reliés aux soins primaires, leurs caractéristiques, où il y a des problèmes d'accès et de comorbidité et comment ça varie entre ces régions-là. Et ça sont produits de façon routine pour aider à la planification. Une autre étude qui a été faite récemment, c'est un de nos chercheurs qui a démontré une association entre les commotions cérébrales et le risque de suicide dans les années suivant la commotion cérébrale. Ça, c'est le genre d'étude qui n'est pas faisable à moins d'avoir des quantités énormes de patients. On parle de millions de rencontres dans le système de santé pour être capable de démontrer ce genre d'association-là. Et encore une fois, ça a été nommé dans un changement de loi en Ontario. Et juste un dernier exemple, en fait, je l'ai vu ce matin dans mon courriel, il y a une étude qui sort la semaine prochaine qui démontre une liaison entre la sécurité alimentaire et le risque de développer le diabète. Alors, encore, ça c'est après avoir contrôlé pour l'obésité et l'income, et d'autres états de santé. Alors, c'est juste un exemple qu'on peut commencer à regarder des facteurs qu'on ne considère pas généralement comme facteurs de santé, mais qui ont un impact important sur la santé. Et j'arrête là. Merci beaucoup.